à Ravensbrück et qui n'a été libéré qu'en 1945. Madame Geneviève de Gaulle, après nous avoir dit pourquoi vous avez dit votre nom, le vrai, dites-nous où vous étiez au moment où nous sommes, c'est-à-dire au mois d'octobre 1944, et qu'est-ce que vous faisiez dans ce camp de Ravensbrück? J'ai dit mon nom, mon véritable nom, parce que j'ai été arrêtée avec malheureusement des preuves contre moi que j'étais résistante. Et j'avais toujours décidé, moi-même, que si j'étais arrêtée et que je ne pouvais pas chercher à disparaître, je dirais qui j'étais. Je trouvais qu'il était bien que les membres de la famille du général de Gaulle soient aussi du côté de ceux qui non seulement combattaient, mais souffraient. Alors, où étais-je au mois d'octobre 1944? J'étais au camp de Ravensbrück, et dans un état assez pitoyable, je dois dire, car j'étais à peu près aveugle, avec des ulcérations de la cornée de l'œil, et j'étais dans un atelier particulièrement redoutable, où régnait un Volksdeutsch hongrois qui battait les femmes terriblement. Je l'ai vu tuer des femmes, tuer en particulier une malheureuse femme qui avait lavé un petit peu de linge à elle, en même temps que le linge qu'elle lavait dans l'atelier. Elle l'a tuée longuement, ça a duré beaucoup. Et moi, j'ai commencé à recevoir énormément de coups, parce qu'étant aveugle, je ne pouvais plus faire mes tâches. Et grâce à la solidarité de mes camarades, en particulier d'une camarade tchèque, qui est venue me chercher et me faire mettre dans un autre commando, où on m'a caché parce que je ne pouvais plus travailler du tout. Donc j'étais dans cet état-là, voilà. Un état qu'on connaît, qui est tragique, que des images reproduisent, mais qu'on a mis quelque temps à connaître en France. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Voyons, si vous voulez bien, ensemble, les actualités allemandes qu'on va interrompre lorsqu'on aura quelque chose à dire. Vom großartigen Geist des deutschen Arbeiters in allen unseren Gauen sprechen diese Bilder. Bergleute nach der Ausfahrt aus der Schicht. Sie haben sich in ihren freien Stunden freiwillig für Schanzarbeiten zur Verfügung gestellt. Große Mengen von Material liegen zur Verarbeitung bereit. Ein Beton-Zweimann-Bunker entsteht. Im Generalgouvernement haben rückwärtige Dienststellen aller Waffen den Schanzsonntag eingelegt. Vom letzten Schreiber bis zum General tut hier jeder seine Pflicht. Madame de Gaulle, vous faisiez des travaux de terrassement du type de ceux que l'on voit sur ces images, mais vous étiez mêlé aux ouvriers étrangers ou aux ouvriers allemands? En regardant cette image, je dois dire que ça pourrait être des déportés. Ce sont des travaux semblables que nous avons faits, et les terrassements, l'aplanissement d'aérodromes. La population civile n'était pas du tout mêlée avec nous, parce que nous étions une catégorie de gens qu'il fallait mettre tout à fait soigneusement à part. Mais ils nous voyaient passer. Ils nous voyaient passer avec nos pelles sur l'épaule, et ils voyaient l'état dans lequel nous étions, et ils voyaient les surveillantes avec les chiens. Et jamais nous n'avons trouvé un regard de sympathie, je dois dire, et même chose assez terrible, les petits-enfants nous jetaient des pierres, les petits-enfants allemands nous jetaient des pierres. Alors nous regardions les enfants, nous, qui étions des femmes, avec tendresse, parce que les enfants, c'est toujours merveilleux. Et il y avait déjà cette haine dans les yeux des enfants qui était assez terrible. Streiflichter vom östlichen Kriegsschauplatz. Die Baltenländer haben die Geisel des Bolschewismus oft genug spüren müssen. Estnische Bevölkerung verlässt auf deutschen Dampfern ihre Heimat. Im
Schutze deutscher Seestreitkräfte gelangen die Frachtdampfer sicher in ihre Bestimmungshäfen. Sie dankt für die Überfahrt. Junge Letten haben sich freiwillig in den Dienst der deutschen Sache gestellt. Als Luftwaffenhelfer werden sie in die Wehrmacht aufgenommen und feierlich vereidigt. Bei deutschen Gegenangriffen im östlichen Raum erzielen Schlachtflugzeuge vom Typ Focke-Wulf 190 immer wieder gute Erfolge. Die Staffel geht zum Tiefflug über und greift mit Bordwaffen, Kraftfahrzeuge und marschierende Truppen an. Im Morgennebel rücken deutsche Grenadiere zum Angriff auf einen sowjetischen Brückenkopf vor. Über die Straßen Kurlands rollt der Nachschub mit Männern und Panzern, die sich dem sowjetischen Ansturm entgegenwerfen. Ebenso wie die Angloamerikaner erleiden auch die Sowjets täglich hohe Panzerverluste. Auch im Osten hat sich die Panzerfaust großartig bewährt. Grenadiere und Sturmgeschütze in Erwartung eines feindlichen Panzerstoßes. Die ersten T-34 preschen vor und werden abgeschossen. In schneller Fahrt rollt ein Sowjetpanzer über die Landstraße. Aus nächster Nähe wird der Kampfwagen von einem Unteroffizier mit der Panzerfaust angegriffen. Grenadiere überzeugen sich von der Durchschlagskraft ihrer Panzerbekämpfungsmittel. Der letzte Widerstand der Aufständischen in Warschau ist endgültig unter der Wucht der deutschen Waffen zusammengebrochen. Schlachtflieger vernichten einen Häuserblock, der eines der stärksten Widerstandsnester barg. An der Westgrenze haben unsere Truppen trotz schwerster Angriffe unter erheblichen Verlusten für den Feind ihre Stellungen behauptet. Panther mit Panzergrenadieren rollen im Raum von Lunéville nach vorn. Immer wieder müssen unsere Gegner selbst zugeben, dass die Rückschläge der letzten Zeit Haltung und Geist der deutschen Truppen nicht untergraben haben.
Panzergrenadiere gehen zur Säuberung eines Waldstückes vor. General von Manteuffel bei einer Besprechung vor dem Panzergegenangriff. Panzer und Infanterie gehen nach vorn. In schweren Gefechten wird eine Einbruchsstelle der Amerikaner ausgebügelt. Gefangene Amerikaner. Die hart umkämpfte Stadt Lunéville. Infanterie säubert Straßen und Häuser von Feindresten. Auf einer Fahrt in den feindbedrohten Westen besucht Reichsminister Dr. Goebbels Generalfeldmarschall Model in seinem Hauptquartier, wo ihm ein umfassendes Bild der gegenwärtigen Frontlage vermittelt wird. Am späten Nachmittag des gleichen Tages spricht Dr. Goebbels in einer frontnahen Stadt vor Tausenden schaffender Rüstungsarbeiter. Es wurde eine Kundgebung, die ganz im Zeichen des fanatischen Widerstandsgeistes und des entschlossenen Willens der Menschen dieses Grenzlandes stand. Das wird der Feind in den nächsten Wochen und Monaten zu verspüren bekommen. Dass es etwas anderes ist, Paris und Bukarest, und dass es etwas anderes ist, Köln und Königsberg zu besetzen. Wir sind in den vergangenen Wochen fieberhaft an der Arbeit gewesen, eine neue Westverteidigung aufzubauen. Und wenn ich heute zum ersten Mal wieder in dieser bedrohten Westprovinz das Wort ergreife, so habe ich das tiefe Bedürfnis der Bevölkerung meiner rheinischen Heimat dafür, meinen Dank und vor allem die Anerkennung des Führers zum Ausdruck zu bringen. Was hier geleistet worden ist, ist über jedes Lob erhaben. Man soll sich nämlich keinen Illusionen hingeben, dass, wenn es dem Feind gelänge, in unser Land einzubrechen, dass es etwa unter dem Regime der Angloamerikaner besser zu leben wäre, als unter dem Regime der Bolschewisten. Eher würden wir uns die Hände blutig arbeiten, und würden wir bis zum letzten Atemzug kämpfen, ehe dass wir zuließen, dass der Feind das deutsche Land besetzte und uns seinen Willen aufzwängt. Einerseits als Vertreter des Volkes, andererseits aber auch als Vertreter dieser meiner rheinischen Heimat, der ich mich auch heute noch zugehörig fühle, vor der Nation und vor der ganzen Welt zu erklären, dass wir dieses Gebiet niemals aufgeben werden und es verteidigen werden wie eine Festung bis zum letzten Atemzug.
der Königstiger. Diese Waffen schmiedet pausenlos das schaffende Deutschland für den letzten entscheidenden Kampf. Madame Geneviève de Gaulle, nous venons de voir des Allemands, comme vous et moi, des gens très simples. Et il y en avait dans les camps à Ravensbrück, où vous étiez. Et je crois que vous vous posiez la question comment des gens normaux peuvent devenir ainsi des gardes-chiourmes. Il y avait un mélange. Il y avait des SS qui étaient des volontaires. À l'origine, les premières femmes surveillantes étaient aussi des volontaires. Mais au fur et à mesure que la guerre s'est déroulée, nous-mêmes, nous avons rencontré soit des surveillantes, soit par exemple des médecins. Il y avait à Ravensbrück un chirurgien qui était de mère anglaise, qui était assez connu à Berlin, et qui était chirurgien dans un camp de concentration, ayant fait la vivisection, des expériences pseudo-médicales, ayant stérilisé les petites filles gitanes. Personne, en le voyant, n'aurait pu imaginer qu'il se livrerait à des crimes aussi terribles. Il y avait quelques-uns de ceux, mais pas beaucoup, de ceux que nous avons rencontrés qui n'arrivaient pas à s'habituer, tout au moins pas tout de suite. Et quelquefois pas du tout. J'ai connu le responsable d'un grand atelier, c'était un tailleur de Berlin, avec une grande maison de confection, voyageait à travers toute l'Europe, il s'appelait Herr Schmidt. Et Herr Schmidt, un beau jour, s'est trouvé militarisé SS. Il n'avait pas cherché à l'être. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai échappé à la mort. Parce qu'il a accepté de me prendre dans son atelier. Et il a accepté qu'on me cache pour que je puisse récupérer. C'est un cas, il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, on se pose la question... C'est la question la plus terrible. Comment des êtres humains normaux... Et cette question continue à se la poser quand on voit les camps ethniques ou toutes ces histoires terribles au Rwanda. Comment est-ce qu'un homme ou une femme, qui en principe sont des braves pères et mères de famille, des jeunes gens heureux, épanouis, peuvent devenir des tortionnaires, des bourreaux? C'est un grand mystère. Alors là, il y a évidemment l'éducation nazie, qui y est pour beaucoup. Et il y a un mystère qui restera dans la nature humaine. Je crois qu'il y a une part qu'on ne peut pas déceler comme ça d'avance. On a essayé de faire des études sur ces problèmes, sur quelques cas. Et moi, j'ai lu une étude anglaise sur les médecins, précisément, à Berlin, qui, en 1933, forment une sorte de communauté scientifique, un peu un CNRS médical, si vous voulez, de l'époque. C'était des médecins de toute opinion. Il y en avait un ou deux qui étaient plus ou moins pro-nazis, mais la plupart étaient social-démocrates ou catholiques, enfin peu importe. Parmi eux, il y avait d'ailleurs un ou deux juifs, enfin on disait israélites plutôt. Et puis Hitler est venu au pouvoir, et ces gens-là, ils ne souhaitaient pas parce que les nazis prennent le pouvoir, parce qu'ils se disaient on va trop contrôler nos travaux. Et puis, le nouveau régime leur a fait comprendre que s'ils ne menaient pas certaines études, ils ne recevraient plus leur crédit, ils perdraient leur job. Et petit à petit, ils se sont laissés entraîner comme ça, se donnant bonne conscience. Et c'est comme ça qu'on voit le parcours. Je suis persuadée que ça a dû exister. Je me souviens d'un autre médecin, d'un jeune médecin, qui était simplement un planqué. Il était à Ravensbrück pour ne pas aller sur le front russe. Il était le fils d'un haut dignitaire nazi et il était là pour échapper à la terrible campagne de Russie. On touche là des problèmes, au fond, que les sciences sociales n'ont pas analysés. Tout, vous savez, il faudrait presque les voir cas par cas. Vous savez, le commandant du camp d'Auschwitz, le commandant Reuss, a écrit ses mémoires avant d'être exécuté. Et il raconte comment, certains soirs, tout ça devenait tout de même très pénible pour lui, qui était d'une famille de bravos, prussiens, catholiques d'ailleurs, et comment il montait à cheval avant de rentrer chez lui, parce qu'il avait quand même quelquefois de la peine à effacer dans son cerveau certaines images. Eh bien, on va voir quelques-unes de ces images, puisque les actualités françaises, pour la première fois, vont montrer non pas un camp, mais des gens qui commémorent la mort des leurs dans un camp en Belgique.
Dans la cour des Invalides, la police parisienne célèbre le souvenir de ces 212 morts tombés héroïquement pendant l'insurrection. André, mort sans d'honneur. Rose, Jean, mort sans d'honneur. Maurice, Alphonse, mort sans d'honneur. Morisot, Francis, mort sans d'honneur. Les gardiens de la paix, qui, dès le 19 août, donnèrent le signal du combat, reçoivent aujourd'hui leur récompense. Le général de Gaulle remet à M. Le Bizet, préfet de police, le premier drapeau régimentaire de la police parisienne. Puis, il le décore de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre. Hommage du gouvernement à des hommes qui ne sont pas seulement les gardiens de l'ordre, mais qui ont été aussi les défenseurs de la liberté. Nul drapeau n'a été mieux mérité. Nul ne sera mieux défendu. Sous les ordres de M. Le Bizet, qui prit son poste aux premières heures de l'insurrection, les gardiens de la paix ont prouvé qu'ils savaient se battre, et tout Paris s'associe à leur fierté quand ils rentrent dans la préfecture, derrière ces murs qui portent encore la trace de leur résistance et de leur courage. Pour la première fois depuis 4 ans, la flamme va renaître sous l'Arc de Triomphe. C'est le général Koenig qui va redonner la vie au feu sacré que le malheur de la patrie avait transformé en une veilleuse de deuil. Le geste rituel a réveillé la flamme. Et le mort inconnu a repris son rôle de flambeau dans la France libérée. Monsieur Diethelm, ministre de la Guerre, est en visite à Clermont-Ferrand. Au nom du gouvernement, il remet des décorations au cours d'une prise d'armes. Les FFI qui ont libéré la ville sont les premiers à l'honneur et défilent sur la place de Jaude devant le premier Auvergnat de France, Vercingétorix. Mais si les 9/10 du territoire sont maintenant libérés, la France est encore en guerre. En Bretagne, le ministre de la Guerre, accompagné du plus jeune général de France, le général Chaban-Delmas, 29 ans, inspecte les avant-postes du front de l'Orient où l'on se bat toujours. Pour la première fois, le Conseil national de la résistance parle au peuple de Paris. Monsieur Saillant, secrétaire de la CGT, président du CNR. Je voudrais que dans les pays alliés, les hommes d'État nous entendent et nous comprennent, nous, de la résistance française. Nous ressentons au CNR douloureusement l'injustice qui est faite à notre pays lorsqu'on refuse de reconnaître le gouvernement actuel de la France. Monsieur Dastier, du mouvement de libération nationale. Que les têtes des traîtres tombent, parce que c'est la justice. Que les biens des collaborateurs, des puissants seigneurs des banques et des trusts qui ont trahi soient confisqués, soient saisis, parce que c'est la justice. Monsieur Tessier, des syndicats chrétiens. Le syndicalisme chrétien avait préconisé l'instauration de la démocratie économique par l'établissement à tous les degrés de conseils, comités ou commissions paritaires. Monsieur Gillot, du Parti communiste. Pour que la France soit libérée, il faut qu'il n'y ait plus, sur le sol de la patrie, ni un boche, ni un prêtre. Monsieur Tillon, ministre de l'Air, s'adresse aux ouvriers d'une usine parisienne. C'est un fait qu'il n'y a jamais eu dans ce pays une classe ouvrière et un personnel technique aussi disposés à travailler avec ardeur, avec amour de leurs tâches et de leurs machines. Nous avons l'intention d'établir des programmes de production et nous avons la ferme volonté d'avoir tout en main pour les réaliser. Le ministère de l'Air se réveille. Et ce sont des prisonniers allemands qui viennent y effacer les désordres laissés par un occupant qui saccageait avant de fuir. Qui casse les verres doit les réparer. Il faut aussi nettoyer les murs, recommencer à parler français, effacer les fresques indésirables et se réinstaller entre soi.
On récupère aussi les voitures qui promenaient dans Paris, messieurs les aviateurs allemands. Quant aux avions abandonnés, l'armée française les adopte. Adieu la croix gammée. Le ciel va revoir le cocarde tricolore. Déjà, les hélices tournent. Les ailes françaises survolent de nouveau la capitale et de nouveau la protègent. Devant Belfort, à travers les routes noyées de boue, dans la brume froide de l'automne, l'armée française soutient le poids de la guerre contre un ennemi qui s'approche désespérément. Ici, ce sont des goumiers qui tiennent les lignes. Soldats habitués au soleil et qui ont pourchassé l'Allemand depuis l'Afrique jusqu'en Lorraine. Monsieur Diethelm, ministre de la Guerre, est venu inspecter ses hommes en compagnie des généraux de Lattre de Tassigny et de Montsabert. La lutte est dure, mais les troupes françaises y ont fait leur place et la tiendront jusqu'au bout. Ce sont des Français qui délivrent ici la terre française. Chaque village reconquis, comme celui-ci, vient confirmer l'espoir, la certitude que le drapeau français flottera enfin sur le dernier pouce de notre territoire. En Bretagne, où l'ennemi occupe encore certaines poches, les FFI le contiennent et le harcèlent. Les officiers tout jeunes, les soldats plus jeunes encore se battent pour nous dans les pires conditions matérielles. Comme les héros de l'an 2, ils ont eux aussi l'âme sans épouvante et les pieds sans souliers. Mais ils tiennent. Va-nu-pieds héroïques, ils remontent au combat en martelant de leurs sabots le sol que ne foule plus la botte allemande. Le Front National tient un grand meeting dans la salle de la Mutualité sous la présidence de M. Joliot-Curie. Voici le général Dassault, M. Marcel Cachin, le professeur Vallon, le révérend père Philippe, provincial des Carmes, M. François Mauriac, M. Benoît Frachon, tous du comité directeur. À nos amis, je voudrais en quelques mots affirmer une fois de plus l'ardent esprit d'union qui anima ceux du Front National dès les premières heures de la lutte. Le révérend père Philippe. Français, c'est par l'union active et l'amour généreux de tous ses fils, sans exception, que la France retrouvera la joie de vivre en grande nation, libre, indépendante et souveraine aux yeux du monde entier. Pierre Villon, secrétaire général du Front National. L'action pour nous, c'était avant tout la lutte physique contre l'envahisseur et les traîtres, et c'est là où le Front National, avec ses glorieux francs-tireurs et partisans, a été un défricheur. Ce sont bien les francs-tireurs et partisans français qui ont fait la démonstration devant notre peuple qu'il était possible d'affaiblir l'ennemi, de porter des coups à ses effectifs et à ses transports, à son économie de guerre. Monsieur Gagné du Parc évoque le martyre de Saint-Malo, la ville héroïque dont il est resté le maire. Je viens verser au dossier des crimes allemands la destruction de Saint-Malo, non par le canon ni par des bombes, mais par un incendie allumé et entretenu volontairement sans aucune nécessité militaire. Saint-Malo, ville universellement connue et rare, chargée de tradition et d'histoire. Saint-Malo, c'est la guerre de course, la Compagnie des Indes, le berceau du romantisme avec Chateaubriand et Lamennais. C'est cette célèbre ceinture des remparts dominée par la cathédrale et le château de la Duchesse Anne. Aujourd'hui, rien de tout cela n'existe plus. Nous n'exhalons pas de plainte. Nous avons chanté le Te Deum sur nos ruines qui brûlaient encore. Mais nous crions vengeance et justice. Le général de Gaulle m'a dit: la destruction de Saint-Malo est un deuil international.
Nous nous abritons sous cette parole sacrée, expression de l'opinion publique unanime et qui élève nos espérances à la hauteur de notre désastre. Au cimetière du Père-Lachaise, le peuple de Paris est venu rendre hommage aux intellectuels patriotes morts pour la France et aux 75 000 martyrs de la région parisienne. Une foule immense de vivants, portés par le peuple innombrable des morts qui gonfle le sol, défile à travers les tombes. Ils sont 100 000, ils sont 200 000, venus de tous les milieux, de tous les quartiers, de toutes les provinces. Ils vont d'un pas lent, comme appesantis par les souvenirs. La foule parisienne, silencieuse, apporte aux morts la plus belle des couronnes, celle de la fidélité. C'est tout un peuple qui se fortifie dans le souvenir de ceux qui ont donné leur vie. Les intellectuels qu'on honore aujourd'hui sont l'esprit d'une grande nation. Le peuple qui les salue en est l'âme. À Dieppe, le général Vanier, ministre du Canada, vient saluer la mémoire des morts. Et les morts de Dieppe sont particulièrement chers au cœur de tous les Français. Le port de Dieppe, aujourd'hui ravagé, était une des portes ouvertes entre la France et l'Angleterre. Et c'est ce qui fait de cette courte cérémonie un des gestes les plus émouvants par tous les souvenirs qu'il évoque. Au pied de ces falaises, sur cette côte, les Allemands avaient construit un des bastions de leur fameux mur de l'Atlantique. Et puis un jour, le 19 août 1942, les avions et les navires anglais sont venus essayer l'adversaire, mesurer ses forces, tenter ses côtes. Ce jour-là, la terre de France a tremblé d'inquiétude et d'espérance. Alors, on a pu croire à un échec. Mais ce n'était qu'une tentative hardie et qui a porté ses fruits. Les troupes alliées et des Canadiens surtout ont laissé en France des prisonniers et des morts. Mais tant de sacrifices n'auront pas été inutiles. Aujourd'hui, à côté des tombes de 1914, cette croix de bois perpétue sur les falaises de Dieppe le souvenir de ceux qui ont débarqué les premiers et ouvert la porte de la France aux armées libératrices. Non, ce n'est pas la guerre que d'enchaîner dans les camps de concentration des gens dont le seul crime fut quelquefois d'avoir la malchance d'être pris comme otages dans une rafle de la Gestapo. Et à Brendonck, en Belgique, ceux qui ont échappé aux tortures et à la mort de son camp de concentration honorent la mémoire de 1100 de leurs frères qui ont succombé à ces mêmes tortures. Les familles de ces martyrs déposent des fleurs au pied des poteaux où les êtres chers furent exécutés. Ces murs qui ont vu tant de souffrances portent encore les traces de la lâcheté germanique. Madame Geneviève de Gaulle, pendant qu'on libère ce camp, en Belgique, vous étiez à Ravensbrück, quelles sont vos réactions devant ce témoignage? Mais je suis étonnée que ce soit les premières images d'une libération d'un camp. Parce que le camp de Natzweiler-le-Struthof en Allemagne, en Alsace, qui était l'Allemagne alors, a été libéré au mois d'octobre, au début d'octobre. Non, mais en septembre. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'on voit des images de ce camp-là. Or, c'est un vrai camp de concentration, ce qui n'est visiblement pas le cas ici, dans lequel il y avait une chambre à gaz qui a servi, dans lequel il y a eu de nombreuses exécutions capitales, dans tout le réseau Alliance, et des petites parachutistes anglaises, dans lequel il y a eu des expériences assez terribles, dont on a retrouvé toutes les planches d'anatomie, surtout sur les crânes, à l'université de Strasbourg, par un certain professeur Hirt, qui s'intéressait beaucoup aux dimensions des crânes humains. Il faisait des travaux à la fois sur des crânes de commissaires soviétiques et de malheureux juifs qu'on amenait d'ailleurs, après les avoir bien assassinés. Alors, pourquoi j'ai souvent entendu dire, pendant que nous étions dans les camps, que nos familles, qui ne savaient pas ce que nous étions devenus, nous étions comme passés derrière un rideau de fer. On ne savait rien de nous. Vous savez bien d'ailleurs que
on appelait Nacht und Nebel, c'est-à-dire nuit et brouillard, toute une catégorie de déportés. Ils devaient disparaître dans la nuit et le brouillard, on ne devait plus en entendre parler. Alors toutes nos familles qui commençaient à être libérées en octobre, quand même une grande partie de la France à peu près, pas tout à fait la totalité, puisque la poche de Royan n'a été libérée que beaucoup plus tard, mais quand même une grande partie de la France est libérée. On fait des fêtes de la libération, même les mouvements de résistance sont des fêtes de libération, et pendant ce temps, toute une partie de ces mêmes résistants, sans compter ces dizaines et dizaines de milliers de familles juives qu'on a vu partir comme ça vers la déportation, tous ceux-là ont disparu et on ne sait rien d'eux. Et il y a cette période d'attente où effectivement il n'y a pas d'image à montrer. Mais on aurait pu montrer Natzweiler, le Struthof, et on ne les a pas montrés. Mais non seulement il n'y a pas d'image, mais il n'y avait pas d'information. Il n'y a pas d'information. Or, il est vrai que nous n'avons pas su très tôt, nous-mêmes, quand nous avons été déportés, enfin, mon grand convoi de femmes, 1000 femmes qui a quitté Grande Compiègne en janvier 1944, nous ne savions pas du tout où nous allions. Nous imaginions un camp de prisonniers de guerre un peu plus dur, comme ça, avec des corvées, peut-être un peu de travail forcé, on ne savait pas très bien. On était même plutôt contents d'être à l'air. Et quand on est arrivé à Ravensbrück, c'était l'affreuse surprise. On n'avait jamais imaginé ça. Et quand nous étions à Ravensbrück même, et que nous avons vu des camarades venant d'Auschwitz qui nous ont raconté l'extermination et les chambres à gaz d'Auschwitz, nous n'avions pas encore de chambre à gaz à Ravensbrück à ce moment-là, nous l'avons eu plus tard. Mais nous étions bien obligés de les croire. Mais c'était presque incroyable en même temps, vous comprenez. Alors je pense que la France ne savait rien, ou pas grand-chose. Cependant, on savait quand même que Hitler avait décidé de faire disparaître les ennemis du Grand Reich. Ça, il l'a dit à maintes reprises. Mais comment ça s'était passé? Sur quelle échelle? Ça, je crois vraiment qu'on ne l'a découvert qu'en découvrant les camps de concentration. Donc à ce moment-là, on n'en a découvert qu'un qui était en Alsace, territoire allemand à l'époque. Effectivement, on pensait que les gens reviendraient un jour. Et déjà, ça paraissait incroyable que des femmes, des enfants puissent être déportés comme si c'était des... Oui, déjà, ça paraissait incroyable. Enfin, moi j'étais tellement bouleversée par le Veldiv, par exemple, parce que j'ai su du Veldiv. Mais je ne savais pas que les petits-enfants allaient être gazés. Je pensais qu'ils allaient dans des camps, ce que je trouvais déjà horrible, séparés souvent de leurs parents. Mais le plus horrible, nous ne le savions pas vraiment. Nous l'avons vraiment découvert comme qu'à nos propres dépens. Les artilleurs britanniques ont fait de planeurs rendus inutilisables par leur atterrissage leur poste de commandement et les canons bombardent les nazis par-dessus la frontière allemande. Les tanks britanniques pénètrent dans un village allemand et c'est le premier drapeau blanc qui livre enfin de la terre allemande aux Britanniques. Sur l'espace durement conquis par les héros de Arnhem, les armées britanniques se concentrent pour porter au Reich le coup final qui l'abattra. Et voici les glorieux parachutistes de Arnhem. Le monde n'oubliera pas ces 2000 gars qui sont revenus de cet enfer et les 6000 qui y sont restés pour la liberté. Calais, le beffroi domine les ruines qu'il a vu s'amonceler. De Calais, où il se cramponnait furieusement, les Allemands pouvaient entraver le ravitaillement des armées alliées massées sur le continent pour l'assaut de la forteresse Allemagne. Encore une illusion qui s'envole. Un lance-flamme commandé à distance et que les Allemands n'ont pas pu utiliser. Ils étaient pourtant plusieurs milliers à défendre le fort. Brest a souffert cruellement. Cependant, il fallait que Brest fût délivré pour arracher aux Allemands cet atout qu'ils conservaient encore. Le port était le principal repère des sous-marins du Reich, et nos ennemis le considéraient comme imprenable. Dans cette forteresse de béton vivait une armée de 40 000 hommes, marins et techniciens.
et les services de la Croix-Rouge ramènent au jour les blessés qu'on y soignait. Les assiégés se sont arc-boutés, ils ont combattu, ils se sont débattus pendant de longues semaines, mais ils ont capitulé. Le siège de Brest est en réduction, l'image même de l'Allemagne traquée, cernée, qui finira par céder. Pendant des mois, les hangars de sous-marins ont résisté aux attaques aériennes qui n'entamaient pas l'épaisseur des 4 mètres de béton. Il a fallu les bombes de Saint-Onne de 1944 pour transpercer les hangars et atteindre en même temps les sous-marins. Leurs repères sont éventrés et la confiance que les Allemands avaient dans la cause d'Hitler l'est aussi. Le poids toujours plus lourd des armes alliées écrasera l'Allemagne. Que l'Allemagne n'oublie pas ce saisissant aspect du port de Brest dont les bombes de Saint-Onne sont venues à bout. Le ciel est à nous, et la mer et les côtes que ces avions alliés survolent sont à nous. La Manche n'est plus un espace que les Allemands nous disputeront. Ils se sont accrochés à chacun de nos ports, comme aux clés des portes d'une maison qu'ils avaient mise à sac et qu'ils ne voulaient pas rendre. Leurs bateaux qui tentent de secourir Boulogne et Dunkerque assiégés sont détruits par les coups des avions alliés. Dunkerque la défaite deviendra bientôt Dunkerque la victoire. Dès qu'ils ont franchi la côte hollandaise et survolé les polders inondés par la rupture des digues qu'ils ont précédemment bombardées, les avions alliés tirent sur les objectifs où l'ennemi concentre sa résistance. Madame Geneviève de Gaulle, vous nous avez dit qu'on ignorait au fond, enfin la plupart des gens ignoraient ce qui pouvait se passer à Ravensbrück ou ailleurs. Mais si ce n'est pas indiscret, votre oncle, le général de Gaulle, d'abord, est-ce qu'il était au courant? Il a su en tout cas que j'étais arrêté. Il l'a su le jour même, par un message radio certainement. Il a su ensuite que j'avais été déporté. Et ensuite, je sais que des échos sont parvenus à mon oncle, il me l'a dit ensuite, que j'étais effectivement dans un camp, on ne savait pas ce que c'était qu'un camp de concentration, mais que j'étais dans un camp, et que j'étais en très mauvais état de santé, et on a même dit que j'étais aveugle. Donc ça, il le savait. Mais il ne savait pas vraiment ce que c'était quand même que Ravensbrück. Personne ne le savait parmi les Français à l'époque. Oui. Alors il y avait tout un secret. Il y avait un secret, il y avait un mélange assez extraordinaire parce que tout le système concentrationnaire a été quand même bâti avec une espèce de large consensus de toute une population autour. D'abord, ces camps, souvent ils étaient un peu dans des lieux écartés, mais pas complètement. Il y avait des villages à côté, donc il y avait
des gens qui nous voyaient. Il y avait des commandos qui allaient travailler dans ce village. Bon. Ensuite, il y avait, par exemple, la récupération des cendres, bon, qui servaient d'engrais. La population savait ces choses-là. Et beaucoup de gens étaient, par exemple, dans les usines, c'était une faveur de recevoir un lot de déportés pour le travail comme ouvriers. C'était un cadeau qu'on faisait à des bons citoyens qui avaient rendu suffisamment des preuves de leur obéissance à Hitler. Mais d'autre part, il y avait en même temps toute une espèce de face cachée, en particulier tout ce qui concernait l'extermination. Et ça a été réservé à ceux qui étaient vraiment les initiés du régime. En dehors de ça, on utilisait un langage, bon, les gens pouvaient savoir s'ils voulaient vraiment, mais ils pouvaient aussi se dire, bon, ça veut pas dire grand-chose. Et, on voit dans les documents apparaître des mots qui sont codés. Et ces mots codés, ils veulent dire l'extermination. Alors de temps en temps, ils se coupent eux-mêmes et ils parlent d'extermination ou d'anéantissement par les gaz, dans le même document d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, dans un film de reconstitution que vous connaissez, la conférence de Wannsee, qui porte sur la décision d'extermination de 1942, on voit très bien comment fonctionne ce langage codé. Le film est fait d'après les procès-verbaux de la conférence, avec Heydrich, et on voit très bien que quand les nazis parlent entre eux, ils disent carrément ce qu'ils ont à dire. Oui, c'est ça. Mais quand ils s'adressent à un militaire, ou à un maire, ou à une personnalité civile quelconque chargée d'amener les déportés, etc., ils ne disent plus la même chose. Et du même coup, on peut se demander si ces gens-là savent vraiment ce qui va se passer. Le film montre leur inquiétude, un peu même trahit les difficultés qu'ils ont à accepter les ordres. Alors, ils essayent de les contourner, ils essayent de dire qu'ils ne peuvent pas, techniquement, mais jamais ils ne disent « nous ne le ferons pas », parce qu'on ne leur a jamais dit pourquoi on déportait. Oui, mais en même temps, ils étaient tellement sûrs, pendant longtemps, de gagner la guerre, qu'ils ont été imprudents. Ils ont laissé échapper les choses. Petit à petit, certains Allemands, quand même, l'ont su. Il y a eu quand même quelques réactions, en particulier quand il y a eu les premières actions d'euthanasie sur des Allemands eux-mêmes, infirmes ou malades, etc. Les églises ont protesté. Elles ont fini par le savoir. Alors, je crois que ceux qui voulaient vraiment comprendre pouvaient comprendre. Oui, bien sûr. Merci, Madame de Gaulle, de ce témoignage qui nous dit un peu la vérité sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on a su, sur ce qu'on a pu comprendre, sur ce qu'on n'a pas voulu savoir. Merci encore d'être avec nous. La semaine prochaine, à Histoire parallèle, nous verrons des actualités britanniques et allemandes.